Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinar pendant cette troisième journée des live sessions de Niort Numérique. Je suis très heureux d'accueillir et de retrouver ce matin à mes côtés Arnaud Lissajou, compère accompagnateur de start-up depuis de nombreuses années, compère challenger de start-up pendant les Startup Weekend et également formateur au sein de l'école Lion dont Arnaud va nous parler, je pense. Mais merci avant tout, Arnaud, de nous rejoindre ce matin pour ce webinar. Merci à vous tous, les participants, d'être présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les poser sur le hashtag Live Session Niort sur Twitter. On les fera remonter à Arnaud tout au long du webinar. N'hésitez pas, n'attendez pas la fin, n'hésitez pas surtout pas. Posez-nous vos questions. Et puis, tout de suite, Arnaud, je te laisse te présenter pour nous donner les 3 secrets de start-up que tu vas partager avec les auditeurs tout de suite. Je te remercie d'abord, Alex, pour cette invitation. Je voulais remercier aussi toute l'organisation de Niort Numérique pour cet événement assez exceptionnel. C'est bien de pouvoir continuer à faire de la formation professionnelle, de la formation en continu, même à distance, même malgré le Covid. Donc pour la ville de Niort, le SPN, toutes les personnes à l'organisation, c'est vraiment super d'avoir pu compter là sur mon expertise pour vous délivrer ces 3 secrets de start-up. On a eu l'occasion de travailler ensemble, Alex. Alors, je vais également me présenter pour l'ensemble des participants que je remercie d'être à distance pour me suivre là pendant 45 minutes. Je veux que cette présentation soit le plus dynamique possible, la plus interactive possible. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, à poser vos questions à l'écrit par tous les moyens possibles. Et je sais que Alex se chargera évidemment de m'interrompre. Aucun. Alors, ces 3 secrets de start-up, avant de vous les livrer, je vais faire un peu de suspense, évidemment. Je vais d'abord me présenter, ce qui m'a amené à avoir cette expertise en start-up et d'avoir la prétention de vous livrer ces 3 secrets. Alors, c'est pas de la magie, donc je n'aurai pas l'impression de trahir qui que ce soit, mais accrochez vos ceintures. On est parti pour 45 minutes où je vais vous présenter des outils, vous montrer un certain nombre de choses. J'espère que ça sera des choses que vous pourrez appliquer directement dans le sein de vos entreprises. En 5 dates, pour me présenter, j'ai commencé finalement ma carrière en 2010, il y a une dizaine d'années, comme entrepreneur à Poitiers. J'ai créé mon auto-entreprise suite à l'obtention de mon master web éditorial à l'université de Poitiers. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, la chance même de travailler comme gestionnaire de contenu pour le réseau Canopé, qui est un éditeur de ressources pour l'éducation nationale. J'ai notamment été en charge, en tant que concepteur, de la refonte du portail pédagogique en histoire-géographie pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'était une mission évidemment très enrichissante et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier puisque j'ai continué à travailler en innovation pédagogique, ensuite concepteur pour la fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine. On est très fiers d'avoir désormais 3 campus depuis 2016. D'abord un campus à Poitiers, à Cobalt actuellement, donc dans le tiers-lieu du SPN, également au centre du Guesclin, en zone prioritaire à Niort, et à Angoulême. Il y a un nouveau campus qui vient d'ouvrir et j'embrasse évidemment tous les apprenants que j'ai vus cette semaine. Depuis 2017, je suis également professeur pour Open Classroom. C'est la première école en ligne, la plus grande école en ligne en Europe. J'ai la responsabilité des parcours Scrum Master, des parcours dédiés à la gestion de projets agiles. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment passionné par la conception centrée sur l'utilisateur, par le développement agile. On va en reparler en détail. Et depuis 2018, Alexis l'a dit, je suis facilitateur à Paris dans le cadre de l'école Lyon, qui fait partie du réseau The Family. The Family, c'est un portefeuille de 250 startups, des très connus, Itch, Algolia, des moins connus également. Et ces startups, elles recrutent énormément d'UX designer, UI designer, product owner, product manager. Il faut pouvoir les former. C'est des diplômes qui n'existaient pas il y a forcément il y a 10 ans. J'avais eu la chance, grâce à mon master, d'avoir déjà quelques détails sur ce genre de gestion de projet. Et alors, je vais essayer de vous en faire la synthèse, finalement, pendant ces 45 minutes pour vous délivrer tous les secrets. Alors, le secret numéro 1, finalement, adopter le bon état d'esprit. Alors, c'est très facile à dire, finalement, je pense que tout le monde se doutait qu'on pouvait commencer comme ça. Avant tout, pour travailler en innovation, il faut peut-être changer un peu de paradigme, avoir le bon état d'esprit. Et je vais essayer de vous synthétiser ça. Grâce à cette représentation, finalement, ce triangle, on pourra tous se mettre d'accord que toute gestion de projet ou de produit informatique, c'est avant tout du temps à gérer, un budget et puis un périmètre. Alors, dans une gestion de projet prédictive, la gestion de projet à l'ancienne, celle où le périmètre est un cahier des charges,
où le temps est géré dans un planning de Gantt, où le budget, bon, il est estimé. Finalement, on n'est pas toujours capable de faire preuve d'innovation. Comme vous le savez, c'est un peu comme les travaux, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, le temps et le budget sont estimés, et le périmètre, il ne peut pas bouger en cours de route, même si on est dans un secteur d'activité qui bouge tout le temps. Je pense que vous avez suivi l'actualité, c'est Elon Musk qui a fait la présentation maintenant de petites puces qu'on va pouvoir mettre dans nos cerveaux pour pouvoir contrôler nos ordinateurs, ça s'appelle Neuralink, c'était la semaine dernière. On est dans un monde qui bouge très vite, donc avoir un cahier des charges trop figé, ça peut être un peu dangereux. Alors, si vous me le permettez, et puis si vous avez envie de me suivre, je pense qu'on va tous passer sur une gestion de projet qu'on dit plus empirique, finalement. On inverse un peu ce triangle. Désormais, le budget et le temps vont être fixés. Je m'explique. Le budget, l'ensemble des ressources, finalement, sont figées. Il faut avoir les bonnes compétences au bon moment, avoir des UX designers formés, travailler sur l'expérience utilisateur, et avoir également des UI designers pour pouvoir faire des maquettes notamment. Le temps, lui aussi, va être fixé puisqu'on va découper notre projet finalement en boîte de temps. On parle d'itération, de sprint en anglais. On va essayer de chercher à faire le plus de fonctionnalités possibles, de fonctionnalités innovantes pour notre produit en un temps donné. Et puis ensuite, le périmètre, là, il a complètement évolué. On parle de carnet du produit qui va être composé de récits utilisateurs, puisque vous allez le voir, pas de développement sans une conception centrée sur l'utilisateur. C'est très, très important en informatique. Et notre périmètre, on va pouvoir le reprioriser en cours de projet sans avoir quelque chose de trop figé. On va pouvoir rajouter des fonctionnalités, en supprimer en fonction du marché. Donc, cette gestion de projet empirique, ça, c'est vraiment la vue un peu macroscopique. On va désormais rentrer dans le détail pour adopter le bon état d'esprit. Alors, pour rentrer dans le détail d'abord, on fait de la conception centrée sur l'utilisateur. Alors, j'ai choisi là de vous représenter un processus de conception qu'on appelle le design thinking. Le design thinking, c'est désormais quelque chose d'assez solide. Ça apparaît dans les années 50 à l'université de Stanford, qui est la plus grande université dédiée à l'innovation aux États-Unis. C'est ensuite popularisé par l'agence de communication IDEO. Et puis, finalement, on a désormais dans toutes les entreprises françaises soit des notions, soit déjà des très bonnes pratiques autour du design thinking. C'est quelque chose qui est arrivé à maturité. Le design thinking, moi, ce que j'aime dans ce processus, véritablement, c'est son humilité. C'est le fait de commencer par faire de l'inspiration, c'est-à-dire de bien mettre l'utilisateur au centre du débat, avant d'aller en brainstorming. Quelquefois, effectivement, quand on faisait de la gestion de projet classique, et on avait tendance, effectivement, à aller très, très rapidement en réunionnite, en brainstorming, en remue-ménage, mais on oubliait un peu l'utilisateur sur le côté. Là, ce n'est pas possible avec ce processus, comme vous le voyez. Et une fois qu'on a des bonnes idées, des bonnes fonctionnalités, on peut dresser des hypothèses, faire des tests, faire des maquettes lors de nos premières itérations. Alors, voilà, ce processus, moi, j'en suis effectivement passionné. C'est quelque chose que je m'applique à moi-même. Et je vais essayer de vous faire voir aussi un certain nombre de livrables tirés de cette expérience pour bien non seulement en parler en théorie, mais en parler également en pratique. Suite à cette conception centrée sur l'utilisateur, en règle générale, on fait du développement. C'est-à-dire qu'on passe des maquettes au prototype au produit, celui qui sera sur le marché. Pour ça, on appelle un peu la cavalerie, quoi, des développeurs front-end, back-end, avec chacun leur spécificité, travailler dans différents types de codes de programmation, de langage, pour arriver à faire un site internet, une application mobile. Ils vont en général travailler en agile, comme je l'ai dit, dans des boîtes de temps, ce qui est bien représenté par cette boucle. Alexis, tu veux m'interrompre? Grésillement, quelques petites coupures. Alors, je vais essayer de parler un petit peu moins vite. Est-ce que c'est mieux là quand je suis près de mon micro? N'hésitez pas à me le dire. Je vais parler peut-être. C'est du lag, hein. C'est du lag, ça doit venir de la connexion. Aïe, 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 aïe. Alors, pourtant, je me sentais bien connecté. Ah, alors ça vient peut-être de mon côté, je sais pas. Continue Arnaud, je te signalerai N'hésitez pas si à on me dire en tout rencontre des cas problèmes. si je dois me rapprocher Ouais. de la source. Ouais, la technique me dit que ça vient de moi, donc je m'excuse. Et en tout cas, je te prie de continuer sur le pas de croyance. Continue, pas de croyance. Pas de souci. Alors, cette boucle d'agilité, on va chercher effectivement des développeurs pour matérialiser finalement nos maquettes pour mettre le produit sur le marché. Comme je l'ai dit, cette boucle, elle représente bien ces itérations, ces boîtes d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, jusqu'à un mois finalement, pour arriver à développer le plus de fonctionnalités possible. Lorsqu'on est sur le marché, on déploie le produit, on peut continuer à avoir une vision opérationnelle, on parle du mouvement DevOps, notamment pour
Là, ça devient très, très important aujourd'hui pour faire des tests, pour recueillir finalement des données utilisateurs, un certain nombre de données analytiques finalement qui vont nous permettre d'enrichir forcément nos développements en amélioration continue. Donc une fois qu'on a compris ça, la conception et le développement dans une gestion empirique, il ne reste qu'à synchroniser finalement nos équipes. Alors je m'excuse un peu pour tous les termes ici en anglais, puisque ce sont souvent des méthodes. D'ailleurs, le modèle agile, lui aussi, c'est quelque chose qui a maturité. Le manifeste agile, il y a une vingtaine d'années. C'est effectivement des choses qui viennent plutôt des États-Unis. La Discovery Team, c'est assez simple à traduire. On est sur l'équipe en découverte, l'équipe de conception. Elle a toujours 2 ou 3 itérations d'avance sur l'équipe de livraison, les développeurs, puisque c'est elle qui va nourrir en maquette, en bonne idée, finalement, l'ensemble des fonctionnalités qu'on va produire. Voilà ce que s'applique à peu près toutes les startups, j'ai envie de dire, les startups qui fonctionnent bien actuellement en France et à l'étranger. Voilà un peu tous les métiers, finalement, autour de l'innovation qui peuvent être résumés grâce à cette infographie. Donc, alors, si tu le synthétises, c'est pas de croyance, proximité du marché, des usages qu'on va vérifier avec ces étapes inspirées du design thinking. On est tout à fait d'accord là. Je pense que ce système, moi, j'appelle ça les boucles d'or quelquefois. Tu vois, le golden loop, ouais. C'est que on fait des cycles très courts finalement d'inspiration, d'idéation, de maquette, de prototype, pour être le plus rapidement possible sur le marché dans un environnement qui bouge tout le temps. Donc, voilà. Il s'agit effectivement de rester en veille et de suivre les bons modèles pour un peu se retrouver dans cette jungle. Moi, j'aime bien cette analogie. On est un peu dans une jungle, il n'y a pas de carte à proprement parler. On a ce fil rouge d'une certaine façon, et puis on a une boussole qui est l'utilisateur, qui nous indique le nord, puisque c'est finalement lui qui clique sur les boutons d'action. Donc c'est lui qui reste le principal commanditaire. Et donc, tu réponds déjà à une question, la question fil rouge de Niort Numérique, c'est comment être résilient dans cet environnement incertain. Bon, oui. Cette méthodologie, ce premier secret, c'est une des réponses. Exactement. Je voulais qu'on se mette tous à pied d'égalité, qu'on se mette tous d'accord sur cette gestion empirique pour dire si on change de paradigme, qu'on est moins prédictif et qu'on est plus empirique, on se donne tous les moyens effectivement d'être dans une continuité économique, de faire résilience dans ce monde qui ne cesse effectivement d'évoluer très rapidement, encore plus rapidement désormais. Secret numéro 2. Alors, presque secret numéro 2, puisqu'avant ça, presque, puisque je me gardais effectivement pour passer de la théorie à la pratique, la possibilité de vous faire voir quelques livrables de référence. Parce que lorsqu'on fait un gros zoom sur l'inspiration dans cette conception, on parle d'empathie pour justement aller chercher l'utilisateur et de définition pour avoir une synthèse, une caricature de cet utilisateur. Alors, je me prête à ce petit jeu avec vous, sans filet, en live. J'ai quand même prévu mes hyperliens pour ne pas vous perdre de temps. Mais il y a des outils marketing qu'on peut détourner un peu de leur usage pour se faire très vite une caricature de nos utilisateurs et c'est toute la force du design thinking. Alors là, je vais utiliser un outil marketing de Facebook, Facebook Audience Insight. C'est un outil véritablement que vous pouvez tous utiliser à partir du moment où vous avez un compte Facebook. Là, je vais m'adresser à tous les membres de Facebook. Tous les membres de Facebook, c'est 2 milliards d'individus sur la planète. Ça reste le réseau social, le réseau social le plus utilisé au monde. Donc, on est sur quelque chose qui, pour aller chercher des caricatures, va être intéressant. Alors, nous, on n'est pas aux États-Unis. On va aller chercher un peu notre utilisateur extrême, là, des live sessions, les personnes qui sont peut-être en train de m'écouter. Donc, on va aller chercher des personnes qui se trouvent à New York. Alors, vous allez voir que l'outil est assez puissant. Il va tout de suite. Alors, pour te corriger tout de suite en live, visiblement, 65% de nos utilisateurs seraient issus, enfin de nos auditeurs seraient issus de l'Île-de-France. Alors, très intéressant, c'est ce qui permet effectivement tous les webinaires à distance. On peut s'adresser à un panel beaucoup plus large. Maintenant, je vais vraiment faire preuve d'empathie pour mon utilisateur extrême. Donc, je m'imagine non pas le majoritaire, mais finalement celui qui est sûr de m'aimer, celui qui va être content de voir sa ville valorisée grâce à Niort Numérique. C'est vraiment celui qui est sûr de m'adorer. Alors, je me dis qu'il est à Niort. Je me dis que c'est plutôt une personne qui est en décision, qui est décisionnaire. Donc, je vais lui donner l'âge qui va avec, l'âge de l'expérience. On va lui donner entre 29 ans et 49 ans, c'est bien, une cinquantaine d'années. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout, Alexis, parce que je vois que tu as des analytiques, donc ça m'intéresse. C'est peut-être un petit peu vieux. Un petit peu vieux? Alors, allez, on va aller chercher la génération Y. On va aller chercher entre 25 et 39 ans. Voilà, 25, 39, c'est pas mal du tout, ça. Allez, vraiment sur un utilisateur extrême. On est bien conscient que toutes les personnes sont les bienvenues pour participer à ce webinaire. Mais là, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir de l'empathie très rapide, sans bouger de chez nous, sans faire des entretiens utilisateurs, de l'immersion, qui
qui sont d'autres techniques du design thinking, mais très rapidement en détournant un peu Facebook. Alors, on s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, évidemment. Et puis, on va choisir des centres d'intérêt qui collent, voilà, des personnes qui seront certainement passionnées par l'innovation. J'espère, s'ils participent à ce webinaire, qu'ils sont aussi intéressés par la conception web. Et puis, disons, par l'entrepreneuriat, c'est une thématique principale, effectivement, avec la continuité économique. On a dressé ici 3 centres d'intérêt qui sont suffisamment différents. Et vous voyez que directement, on va avoir des interprétations de la part de Facebook. On est des personnes, là, on cible 6 000 à 7 000 personnes, donc c'est très, très radical. On pourrait pratiquement les toucher du doigt. On a la répartition, 46% de femmes, 54% d'hommes. On voit les situations amoureuses, les niveaux d'enseignement potentiels. Et puis, ça va un petit peu plus loin. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que la parole de l'utilisateur, elle est partout sur Internet. Finalement, récolter des verbatims, ce n'est pas si difficile. On a ici différentes catégories qui nous sont proposées. On va retrouver autant des enseignes directement à Niort, des bars, des restaurants, et puis certaines choses où on va retrouver exactement les verbatims de nos utilisateurs. Là, il suffit d'ouvrir ces pages qui sont autant de pages Facebook mis à notre disposition pour aller chercher nos utilisateurs extrêmes. Très intéressant également, on va pouvoir avoir un peu de visibilité sur leur activité, le nombre de pages qu'ils aiment chaque mois, le nombre de commentaires, le nombre de pubs sur lesquels ils vont cliquer, et puis leurs usages en termes d'appareils. Si on se pose le choix de développer plutôt une application mobile ou un site internet, voilà des indicateurs qui peuvent déjà nous orienter. Donc finalement, très rapidement, on peut avoir un peu d'appétence d'empathie pour son utilisateur. Et en design thinking, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on prend le meilleur de ces verbatims et qu'on essaye de les synthétiser pour obtenir quand même une définition de notre utilisateur. Alors, je vais vous faire voir un exemple. C'était justement en Startup Weekend avec le SPN à Poitiers en 2019, sur un projet où nous étions à la recherche de femmes, finalement, d'hommes qui n'arrivent pas toujours à gérer les activités scolaires, extrascolaires de leurs enfants. Comment créer finalement un produit qui va permettre de leur faciliter la vie? Eh bien, on était tombé sur ces mamans taxi grâce à Facebook Audience Insight. C'était une expression que je ne connaissais pas du tout, mais il y a des blogs qui sont vraiment consacrés à ces mamans taxi qui amènent le garçon au foot, puis la fille au conservatoire. C'est un peu mon cas, je me reconnais un petit peu aussi là-dedans, alors, sauf que je n'ai pas le permis, donc j'embrasse ma femme au passage, évidemment. Donc, ça nous permet de placer l'information. Qu'est-ce que nos utilisateurs pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient. Ça nous donne déjà de très bonnes inspirations, évidemment, pour aller trouver les meilleures idées possibles. Donc, voilà ce qu'il est tout à fait possible de faire en design thinking, très, très rapidement. J'espère que ces pratiques, vous pourrez vous les appliquer à vous-même. Désormais, une fois qu'on a fait preuve, effectivement, d'empathie de définition, il n'y a plus qu'à aller réunir les meilleures idées, faire finalement ce brainstorming. Puis ensuite, je vais pouvoir vous livrer les 2 autres secrets qui concernent beaucoup plus le maquettage et les tests. Alors, pour un exemple de brainstorming réussi, là aussi, très rapidement, je vous ai prévu un petit exemple. Ça me permet de faire aussi un coucou à Christelle Valenza, qui est aussi participante là, sur les live sessions avec Niort Numérique. Oui. Et oui, avec qui je travaille on aura la depuis chance 1 an. d'accueillir pour nous présenter son produit et surtout les méthodes pour lancer un produit pendant une crise. C'est demain matin, je crois. C'est demain matin et je suis très content de l'avoir accompagné. Alors, suite à l'accélération qui a été faite avec le SPN, voilà 2 porteuses de projets qui étaient déjà des expertes en formation pour les métiers de l'art et qui décident de faire une plateforme pédagogique dédiée à ce type de formation. Vous voyez, l'objectif est précis, devenir un acteur majeur de l'accompagnement des entreprises dédiées aux métiers d'art en moins de 3 ans. C'est déjà 1 an qu'on les accompagne et la plateforme, effectivement, va sortir bientôt. Je laisse le privilège de vous en dire plus. On a dressé différents utilisateurs, des femmes en reconversion professionnelle, des jeunes femmes indépendantes, on peut même laisser aller un peu plus de poésie, des hommes baroudeurs et bohèmes, et puis des chargés de formation en institution, en association. Ces personnes-là, elles ont des comportements qui sont différents. Certains ont besoin d'être rassurés, d'autres d'être informés, d'être orientés. Et vous pouvez voir là déjà les fonctionnalités, les bonnes idées qui sont issues de ce brainstorming pour rassurer une femme en reconversion professionnelle. Il vaut mieux lui permettre de télécharger notre catalogue de formation rapidement, découvrir la marque Améad, connaître notre démarche qualité. Voici un ensemble de pages web que nous allons pouvoir créer sur son site internet et sur sa plateforme. Donc, en design thinking, parce qu'on garde l'utilisateur au plus proche de nous, on cherche toujours à avoir un impact sur les comportements, eh bien, on se donne les moyens
de ne pas avoir une liste de Noël, finalement, une usine à gaz, d'avoir toujours un produit bien priorisé. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à d'autres Alors, sujets. j'en profite pour te signaler qu'il nous reste 20 minutes. C'est parfait pour moi. Je voulais bien poser la théorie, mais on va aller désormais plus vite et encore plus en démo, vous allez le voir. Euh, sur ces 3 secrets de startup, maintenant le secret numéro 2, sélectionner les bonnes méthodes. On a le bon état d'esprit, maintenant c'est bien d'avoir un tout petit peu de méthodologie. Alors, je vais juste me concentrer effectivement sur ce qu'on appelle le maquettage lors de cette conception. On a en général différents niveaux de maquette qui passent en fait d'une basse fidélité, ce qu'on appelle une basse fidélité. Là, vous voyez, c'est juste un croquis, un sketch, un zoning, on peut appeler ça. Et puis, rapidement, on va monter en puissance avec des choses qui vont maintenant être un peu plus à la règle, comme vous pouvez le voir là, des wireframes, des maquettes fil de fer. Et puis ensuite, on va arriver à prototyper, potentiellement, là, vous voyez, une application mobile, avant de passer au développement. Alors, ce qui me permet de dire que finalement, sur ces 10 dernières années, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et maintenant, il y a des articles de référence qui en parlent mieux que moi, mais avant, on consacrait beaucoup de temps au développement et assez peu au design. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. 70 à 80% de l'effort est concentré sur le design parce qu'on peut aller très très loin sur le prototypage sans avoir besoin d'être nécessairement sur des serveurs avec du code et des choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant pour toutes les personnes qui Arnaud, veulent se lancer. excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Est-ce que tu peux fermer les autres onglets de tes précédents outils Bien pour sûr. favoriser le stream? Alors, je n'en avais qu'un d'ouvert, mais Ah, voilà. je favorise le stream, pas de souci. Merci à toi. Donc là, ça permet effectivement, là aujourd'hui, on parle même du mouvement no code. Donc de plus en plus de personnes, si vous avez effectivement un problème à résoudre, que vous trouvez les bonnes idées, bonnes fonctionnalités, bah, très rapidement, vous pouvez prototyper, tester, mettre sur le marché avant de quand même avoir l'équipe au complet pour porter le produit. Alors, par rapport à ça, on est Alors vraiment pourquoi no code? Parce que no code, parce qu'on pourquoi no parle code? Parce qu'on véritablement passe là. 70% du temps en Alors, no design. code, parce qu'il y a vraiment des outils maintenant qui sont, comme on le dit, en drag and drop, c'est-à-dire en poser-déposer. Voilà. On n'a même plus besoin de coder, quoi. Pour faire une application comme celle-ci, là, finalement, on prend le module couverture, on met une image comme ça, un peu full screen, plein écran. Là, on va prendre le module texte pour pouvoir effectivement rédiger ce titre. Et on va prendre des modules produits pour, j'imagine, mettre l'ensemble des informations. Mais on n'a plus besoin de faire d'HTML ou du CSS pour ça. Je pense que vous avez tous vu les pubs de Wix qui promettent des sites internet en 10 minutes. C'est un peu l'idée. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de coder, même pour faire une application mobile. Je vous ferai voir quelques outils que j'ai sélectionnés pour vous, évidemment, lors de mon 3e secret. Alors, je le disais, on est un peu dans une jungle. Là, on va retrouver dans ces bonnes méthodes celles que je viens de vous présenter, la maquette fil de fer, des maquettes qui progressent comme ça, de la basse fidélité à la haute fidélité pour devenir un véritable prototype. Mais ça va plus loin. Alors, j'en profite pour donner mes sources. Là, c'est le très bon blog iErgo qui consacre effectivement toute une cartographie, là, comme vous pouvez le voir, à tout ce qu'il est possible de faire en design thinking, en termes de méthodologie. Ça va très loin. Il faut commencer par faire des storyboards, puis un certain nombre de tests utilisateurs. Là aussi, j'ai quelques outils à vous montrer pour pouvoir vous aider. Pour enfin finir sur ce secret numéro 2, on a différentes heuristiques qui nous permettent de savoir si notre travail est bien fait, puisque c'est une bonne chose de faire du design thinking, de la conception centrée sur l'utilisateur, mais encore faut-il être capable d'analyser sa performance, d'être sûr d'avoir suivi les bonnes pratiques. On parle d'heuristiques, là, je vous présente les 3 principales, je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail, mais il y a certaines informations que j'aime beaucoup, je m'arrêterai juste sur chacune d'entre elles. Identifier plutôt que mémoriser, voilà quelque chose qu'il faut être capable de proposer à ses utilisateurs sur n'importe quelle interface web. Sur cette heuristique, là, on était sur l'heuristique de Nielsen dans un premier temps. Là, on passe sur l'heuristique de Bastien et Scapin, qui nous permet là aussi de voir, par exemple, à quel point il faut contrôler la charge de travail, le contrôle des utilisateurs sur leurs actions. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà un ensemble de bonnes pratiques qu'il faut absolument suivre. Et puis enfin, cette dernière heuristique, respecter l'utilisateur, qui est plus globale, offrir un cadeau surprise. Moi, j'aime aussi beaucoup ces techniques-là on appelle de nudge un peu marketing, de récompenser finalement les utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur notre site internet. Ça, c'est aussi des très très bonnes pratiques. Donc, sachez que voilà, tous les liens sont cliquables. Ce support de présentation, il vous appartient, je l'ai créé pour vous. N'hésitez pas à m'en faire la demande pour pouvoir aller voir dans le détail chacune de ces heuristiques. Et maintenant, on va finir en beauté avec le 3e secret, maîtriser les meilleurs outils.
on a le bon état d'esprit, on a les bonnes méthodes. Maintenant, on va aller regarder effectivement quelques outils. Moi, ce que j'aime bien commencer à faire lorsque je dois maqueter pour un produit, c'est d'abord à la main. Finalement, à la main. Alors, j'imprime. Comme vous pouvez le voir, il y a des sites dédiés à ça. Là, c'est Sneak Peekit qui nous permet d'imprimer simplement des interfaces web, des applications, enfin des téléphones portables à l'intérieur desquels nous allons pouvoir dessiner. Donc, ça, c'est vraiment une technique que je m'applique. Et puis très rapidement, on a besoin de collaborer, on est à distance, on a besoin de faire ça en ligne. Donc il y a un outil excellent qui s'appelle Excalidro et qui permet de faire du zoning basse fidélité en ligne de façon collaborative, d'exporter notre travail en plus en vectoriel, donc d'aller très très loin dans un maquettage de ce niveau. Et puis pour les personnes qui ne savent pas dessiner, sachez qu'il y a des solutions pour tout. Il y a notamment de l'intelligence artificielle qui nous aide à dessiner. Je vous fais voir ça évidemment en pratique très rapidement. Alors notamment avec Excalidro. Donc là, un outil que j'aime beaucoup utiliser, j'ai utilisé dans le cadre c'est un site sur lequel nous travaillons avec Popa, avec mon associé Benjamin Riva. Vous envoyez les maquettes basse fidélité. Voilà un outil très très simple qui va nous permettre simplement avec des formes de prendre des décisions de navigation, les boutons d'action. Là, vous voyez qu'on essaye d'aller chercher un peu Netflix pour un site internet qui est consacré à un catalogue de manga. C'est un éditeur français bien connu, récompensé à Angoulême, Stéphane Duval. Donc, voilà déjà ce qu'on peut faire et ça mérite d'être testé par les utilisateurs parce qu'on peut prendre déjà beaucoup de décisions à partir d'un simple zoning comme celui-ci. Et ensuite, si on ne sait pas dessiner, si on a un petit peu plus de mal, parce que là, c'est véritablement une compétence en UI design, eh bien, on peut aussi s'aider de petits outils assez magiques. Je vous fais voir celui-ci, Autodraw. Alors, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner un ordinateur, potentiellement. Je ne vais pas trop dessiner. Je vais essayer de mettre un peu de perspective. Oh là là, pas top, là, mon ordinateur. Hein. Et vous voyez qu'il a déjà été trouvé par l'intelligence artificielle. Il est là. Donc, même les personnes qui ne savent pas dessiner n'ont plus d'excuses aujourd'hui pour se lancer dans du maquettage. Hein, Autodraw, hyper puissant par rapport à ça. Alors souvent sur de l'iconographie, mais pour aller même un peu plus loin, sur du zoning, ça peut être très, très, très intéressant. Une fois qu'on a vu ces petits outils-là, on va monter en charge, évidemment. On ne peut pas rester à l'étape du zoning. Et donc, très rapidement, on utilise des outils dédiés à la création de wireframe, donc de maquettes un peu plus haute fidélité, notamment Figma. On connaît aussi Sketch, on connaît aussi Adobe XD, mais Figma, c'est vraiment le top du top. Je vous le conseille amplement. Je ne vais pas vous montrer, là, ça risquerait vraiment de laguer, ça risquerait vraiment de ralentir la connexion. Des outils qui sont assez lourds à lancer comme ça depuis le navigateur, mais très, très, très puissants. Et je vais évidemment vous en faire voir deux autres qui permettent là aussi de faire du très bon travail. J'aime beaucoup Whimsical. Je vous fais voir cet outil. Whimsical, très rapidement, qui permet là aussi d'aller un tout petit peu plus loin sur ces maquettes. Alors là, vrai secret de start-up pour pouvoir mettre entre les mains de nos utilisateurs, avant même d'être sur le marché, déjà des choses qui sont exploitables. Là, vous voyez que c'est un travail pour une application mobile sur lequel je travaille actuellement et qui nous permet déjà d'aller un peu plus loin sur les interactions, sur le design graphique qu'on va pouvoir mettre en place sur ce type d'application, d'avoir l'ensemble de nos éléments de façon un peu atomique aussi comme ça. Voilà, quelque chose d'assez pratique. Whimsical, c'est gratuit. C'est un outil gratuit, ça va très très vite. Hein. Regardez, je peux choisir n'importe quel iPhone et je le rajoute directement dans mon environnement de travail et je n'ai plus qu'à dessiner dedans. Là, c'est vraiment très très pratique. Il y a toute une bibliothèque qui nous facilite la vie. Et en parlant de bibliothèque, ça c'est mon petit chouchou, c'est Miro. Si vous ne le connaissez pas encore, courez sur cet outil. Alors là, je me transforme en vendeur à distance, hein, évidemment. Très pour Miro. Je trouve que le travail qu'ils ont fait est exceptionnel. Ils ont classé un certain nombre de modèles en conception centrée utilisateur qui vous permettent de gagner énormément de temps. Vous voyez, vous voulez aller rapidement sur votre business model, rapidement sur une matrice de priorisation, et bien on a tout un ensemble de templates là qui est mis à notre dispo. C'est vraiment excellent. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un boulot de dingue qu'ils ont fait ici. C'est un outil qui est gratuit également, qui est rapidement payant lorsqu'on est en collaboratif, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Et puis alors pour finir, puisque c'est un peu la dernière étape, là on a envie d'être sur le marché, on n'a pas envie de rester maquette à tout prix, on veut aller un tout petit peu plus loin maintenant, se rapprocher dangereusement du marché. Et on va aller voir justement un outil no-code, un outil qui nous permet de réaliser un site internet sans avoir besoin de connaître HTML, CSS. C'est un outil qui s'appelle Webflow. C'est vraiment le WordPress killer. C'est un outil qui peut tuer WordPress dans les années à venir. J'exagère un tout petit peu évidemment,
mais c'est un outil que j'aime beaucoup. On peut tester très très rapidement avec un outil comme Maze. Je vais vous faire voir ça aussi pour finir. Et puis même réaliser maintenant des applications mobiles sans avoir besoin de savoir coder avec un outil comme Bravo App. On va finir avec ces trois petits liens. Alors je vais commencer d'abord par Maze. Je trouve que ça c'est exceptionnel à partir de Figma. On peut avoir déjà des tests sur quelque chose qui n'est pas sur des serveurs. Vraiment, c'est que de la maquette. C'est pour de faux, mais on a des retours de vrais utilisateurs. Là, c'est un projet d'application mobile. Vous voyez qu'il y a eu 64 testeurs et on a un rapport très très complet des avis de nos utilisateurs, de la façon dont ils ont navigué sur chacune des pages qu'on leur a proposées. Regardez comme c'est bien fait. On peut retrouver la page qui avait été naviguée et l'ensemble finalement la répartition des users, des performances qu'ils ont réalisées, alors qu'on n'est pas sur les serveurs, on n'est pas pour de vrai sur Internet. Voilà, c'est un outil qui est gratuit, qui peut directement se connecter à vos maquettes Figma pour pouvoir les tester sur LinkedIn avec tous les utilisateurs que vous avez autour de vous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Nouvel outil qui nous facilite vraiment la vie en startup et je pense même en grand groupe. Hein, tout le monde peut utiliser cet outil. Et puis, une fois qu'on veut aller, une fois qu'on a testé, qu'on est prêt évidemment à prototyper, je vais vous faire voir là aussi un site que j'ai réalisé qui s'appelle Tiramisu, que j'ai réalisé en no-code avec Webflow. Alors, ce qu'il y a de plus intéressant avec Webflow, là, vous voyez ce site internet qui correspond à peu près au standard de ce qu'on attend d'un site internet e-commerce avec un panier. Eh bien, dites-vous que tout ça, on l'a réalisé en une nuit, simplement franchement, en 5 ou 6 heures. On a Et on se réalisé. demande dans quel contexte. Tiens, tiens. Et c'était évidemment un Startup Weekend. C'était le Startup Weekend international pour le Covid. Et j'étais en équipe avec mon fils. Donc on s'est bien régalé sur ce projet. Alors ce qui est le plus intéressant, c'est de vous faire voir l'interface pour finir, de voir la facilité d'utilisation d'un outil no-code, Webflow, pour aller très 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 vite. Alors, je vais donc ouvrir la vue designer. On va attendre quelques secondes que ça charge. Puis vous allez voir que n'importe qui aujourd'hui là peut faire du site internet. Alors n'importe qui, il faut rester en veille, il faut avoir des bonnes orientations. Je pense que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc évidemment, n'hésitez pas à travailler de façon collaborative, ce qui est tout à fait possible avec cet outil. Et puis vous le voyez, ici j'ai un drag and drop, j'ai l'ensemble de mes éléments. Je peux rajouter des sections, des grilles. Je peux rajouter une liste à puces, par exemple, des liens, des paragraphes. Tous mes éléments HTML sont finalement concentrés sur ce panneau. Et puis l'ensemble de mes éléments design, on va dire la couleur ici d'un texte, ça va être au niveau de ce panneau à droite. On est un peu comme sur un logiciel finalement, comme Photoshop, un peu un logiciel de traitement d'image. Ce qu'on va retrouver ici, l'ensemble des tailles, des couleurs que je peux faire adopter à mon texte ou à mes images évidemment. Donc là, c'est un outil qui est très très pratique. J'ai tout de suite un site responsive, comme vous pouvez le voir, qui peut marcher sur différents types d'écrans, adaptatifs, comme on dit en français. Et donc là, c'est un super outil Webflow que je vous invite évidemment à utiliser. Ça change de WordPress, ça va très vite. Ça nous permet d'être très rapidement sur le marché. J'en viens à la fin de ma présentation. Top. Alors Arnaud, pour conclure sur tous ces outils, il faut rappeler que l'objectif, c'est pas de se créer un compte sur chacun des outils, de Non, tous les mettre en branle pour s'activer et tester. L'idée, c'est d'aller piocher les outils qui vont correspondre à ce dont on a besoin au moment X, à partir du bon état d'esprit et des bonnes méthodologies qu'il nous a partagées en secret 1 et 2. exactement. C'est-à-dire que quelquefois, on a vraiment besoin de passer par le zoning parce qu'on est sur quelque chose de très innovant, qui n'est pas encore mature. Donc là, on a besoin de faire tester très tôt sur quelque chose de basse fidélité. Alors que j'imagine, là, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont là tout de suite opérationnelles, même peut-être déjà sur un produit en cours. Et donc finalement, ils peuvent se projeter simplement sur les outils de cette dernière slide, par exemple, de cette dernière diapo, un coup de Webflow, un peu de Maze avec Figma pour pouvoir tester rapidement. Et puis pourquoi pas Bravo App s'ils veulent chercher une application mobile en no-code, c'est également possible. Super. Donc voilà les choses à retenir, c'est adopter le bon état d'esprit, donc s'il vous plaît, conception centrée sur l'utilisateur et développement agile. Secret numéro 2, sélectionner les bonnes méthodes, avoir un bon niveau effectivement d'itération sur ces maquettes, et puis maîtriser les meilleurs outils. Alors il en apparaît chaque jour, il faut rester en veille. Je pense qu'il est bon de retenir non pas le nom de l'outil, mais ce qu'il fait.
pour pouvoir toujours lui trouver des alternatives. Et puis profiter de Startup Weekend pour tester, pour expérimenter, pour gagner en vélocité dans son travail. Voilà un peu les secrets de startup. Je pense qu'on s'applique tous pour être Alors, sûr. tu l'as signalé pendant ton troisième secret. C'est les secrets de start-up parce que c'est souvent développé par les startups Oui, pour les startups, mais ça s'applique pas que aux startups. Ça on est tout s'applique à à fait tous d'accord. ceux qui veulent développer des produits innovants, qui veulent avoir une conception très proche de leurs utilisateurs, qu'on soit dans le numérique mais aussi dans l'industrie, qu'on soit dans la logistique, qu'on Oui. soit dans l'économie sociale et solidaire. Il faut surtout pas hésiter et ne pas se bloquer au mot startup. Il faut pas se bloquer au mot startup. Startup, c'est la jeune pousse, c'est la petite entreprise qui rêve de devenir très grosse, très rapidement. Il y a plein. Moi, je travaille, comme vous avez pu le voir, avec des artisans, avec des agriculteurs, avec toutes les personnes finalement qui ont envie d'innover. Et c'est pas l'apanage des startups finalement d'innover, mais c'est vrai que c'est des produits. Là, ceux que je vous ai présentés, Maze notamment, hein, qui est un produit américain qui est issu de la startup et qui nous facilite bien la vie. Parce qu'avant, on pouvait difficilement faire des tests sur des interfaces avant d'être véritablement en ligne. On avait des retours avec Google Analytics, avec certains outils. Là, aujourd'hui, même plus besoin d'être en ligne. On peut potentiellement tester nos maquettes. Donc là, c'est des outils comme ça, effectivement, très start-up, mais qui peuvent servir à tout le monde. Et pour aller plus loin, en fait, c'est pas qu'ils peuvent servir à tout le monde, mais qui devraient servir à tout le monde. Bien dit. Pour moi, ça vraiment, cet outil, la Maze, et vraiment, je dédie un peu ma présentation à cet outil, parce que je trouve que c'était la brique qui nous manquait pour que désormais les concepteurs et les développeurs travaillent main dans la main. Avant, on avait souvent cette problématique, quoi, des graphistes, on va dire, qui allaient imaginer des interfaces un peu folles, et du développeur qui était un peu bloqué par l'outil et qui disait, bon, ça, c'est pas possible, des bords arrondis. Moi, je me souviens au début, c'était des bords arrondis, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est facile parce que les langages web, ils évoluent évidemment, mais surtout, maintenant, on peut avoir une chaîne continue, quoi. On n'a plus de rupture, on n'a plus ce fossé entre les développeurs et les concepteurs. On travaille tous ensemble pour améliorer le produit. Et donc là, des outils comme Maze, c'est très fort. Et alors, tu évoquais, Arnaud, pollution sonore, je sais pas si chez toi, peu importe. Tu évoquais tout à l'heure le fait que on passait sur du no-code, que maintenant on consacrait 70 à 80% du processus créatif, non plus sur la tech, mais sur le design. Oui. Donc une montée en croissance des compétences en UX, en UI. On a une question, qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'on devient UX, UI? Et alors peut-être redéfinir Ouais. en 2 secondes Alors, la on parle, distinction. ouais, on parle finalement de nouveaux métiers. Avant, on avait déjà des graphistes, on avait des webmasters, on avait pas mal de gens qui participaient à la création du contenu, qu'il soit visuel ou rédactionnel sur un site internet évidemment. Mais maintenant, on détache véritablement le métier donc d'UX designer, donc le concepteur de l'expérience utilisateur, celui finalement qui va faire preuve d'empathie, qui va faire des entretiens utilisateurs, des immersions, des audits avec les heuristiques que je vous ai présentés. Et puis Donc pas que ensuite, un techos. non, lui, il est vraiment, ouais, c'est presque lui, il est à la croisée des sciences cognitives et de la sociologie, quoi, l'UX designer. Et après, évidemment, son métier est très appliqué au web, à cette abstraction que nous offre le web, où on peut tout reprioriser, où on peut tout challenger, on peut tout modifier instantanément. Et puis à ces interactions nombreuses, hein, puisque tous nos sens sont mis en éveil pratiquement tous nos sens en tout cas, sont mis en éveil lorsqu'on travaille sur un ordinateur ou lorsqu'on consulte de l'information avec un ordinateur ou un appareil en tout cas informatique. Donc là, par rapport à ça, effectivement, il y a vraiment ce rôle du UX designer, presque sociologue de l'expérience utilisateur, et de UI designer, qui est là plus le graphiste pur et dur, celui qui va voilà, créer le logo, qui va, au-delà même de créer le logo, qui va créer les Une interfaces, identité. ouais, l'identité, la forme des boutons, le code couleur. On parle maintenant aujourd'hui même de design system, hein, ça dépasse un peu la charte graphique, qui va créer vraiment l'ensemble de l'identité effectivement de marque à travers l'application, là aussi l'interface. Donc ça, c'est deux métiers qui sont assez nouveaux, qui sont en explosion. Je pense que là, il suffit de regarder sur Indeed, sur Glassdoor, sur LinkedIn, des métiers qui sont de plus en plus demandés et de plus en plus rémunérés. Il y a quelques formations, parce que c'est clairement quelque chose qui était... On ne trouvait pas de diplôme il y a une dizaine d'années, commence à apparaître dans certaines universités en France. Là aussi, on peut remercier, je pense Open Classroom a fait énormément de travail à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire avec le réseau The Family, avec Lyon également, va dans cette
dans cette direction. Je pense que maintenant, sur Internet, gratuitement, également gratuitement, il y a énormément de ressources de très, très bonne qualité. J'espère qu'à travers cette synthèse, vous saurez déceler les meilleurs. En tout cas, merci pour cette synthèse, Arnaud, et pour ces 3 secrets de start-up qui ne sont pas que pour les start-up. C'est Évidemment, vraiment super cool. c'était pour gratter un petit peu, pour attirer votre attention, mais vous l'aurez Bien compris. sûr, et il le faut toujours, un petit peu de teasing. Voilà, Moi, je suis très très content qu'on ait pu partager ces méthodologies et enfin ces 3 secrets, ces méthodologies, ces outils, parce que ça correspond véritablement à l'esprit qu'on veut impulser sur les méthodologies qu'on veut partager avec les porteurs de projets sur le territoire du Niortais et pas que. super. C'est des méthodologies qu'on va travailler sur le nouveau dispositif ou sur des dispositifs qu'on va relancer, comme le pré-accélérateur territorial Opération Dragon en début 2021. Donc, j'invite tous les porteurs de projets à regarder et re-regarder ce webinaire et puis à nous rejoindre au sein de NeurTech pour que on m'envoie des messages pour me dire que c'est terminé. Je vois bien. Pour donc nous rejoindre et puis partager avec nous cette envie de concevoir. En tout cas, on Super. vous retrouve. Merci encore Arnaud. Et puis, on retrouve les auditeurs à 14 heures pour le prochain webinaire avec 2 startups cette fois-ci, mais qui sont très orientées développement durable. Il s'agit de Virginie Broncy et de Romain Bouillet, des anciens de Startinov, qui vont nous partager leur vision de numérique responsable et de qu'est-ce qu'on peut retenir du numérique pour le développement durable. Bah, excellent. Merci Arnaud. Merci à vous. Bonne poursuite et puis merci à l'équipe technique qui nous assure bien sûr un fonctionnement parfait comme d'habitude pour ces webinaires, des live sessions Niort. À bientôt. À très vite. Bonne participation à tous.